J'ai plein d'autres questions, mais pour faire vivre la discussion avec la salle, on va peut-être prendre des questions dans la salle, hein, s'il y en a, sur l'organisation de la recherche en relation avec des enjeux environnementaux et sociaux. Oui, je voulais parler, alors c'est pas exactement l'organisation, on en a parlé à midi avec Arnaud, c'est sur par exemple le fait, donc ça a à voir avec le privé, sur le fait par exemple que nos cartes corporate sont au CNRS gérées par BNP Paribas. Donc il me semble que ce genre d'action, si on pouvait dire quelque chose là-dessus, qui nous mettrait aussi en contact avec tout ce qui se passe à l'extérieur, tout le travail des ONG, des associations, etc., pourrait être une chose intéressante. Donc je verse ça dans le débat. Et une autre chose par rapport au privé, qui est quelque chose qui me turlupine beaucoup, je dirige aussi une revue de réflexion sur ces affaires-là, c'est celle d'entre le privé et le public. Nous, on a les données ouvertes, et puis quand on travaille avec le privé, il y a le secret industriel. Les collègues chimistes en parlent beaucoup, et c'est un gros problème. Vous résolvez comment cette affaire ? Je ne suis pas sûr que je résolve l'affaire. Donc, un petit peu de modestie en la matière. Ma conviction jusqu'à présent, c'est que pour que certaines valorisations puissent se faire, il faut qu'il y ait une protection. Parce que s'il n'y a pas de protection par un brevet, aucune entreprise ne mettra l'argent qui permettra ensuite de valoriser l'innovation. Donc le système de brevet, il est fait pour ça. Il est fait pour qu'une entreprise, à un moment, mette l'argent qui est nécessaire pour que le développement industriel puisse se faire. Et je crois qu'il n'y a pas tellement d'alternatives. Alors, il y a des alternatives à ça dans le milieu agricole, avec des choses sur les variétés, etc. Mais globalement, il n'y a pas tellement d'alternatives. Il y a des limites à ça sur la brevetabilité du vivant ou ce genre de choses. Donc, c'est une préoccupation qui me semble légitime à partir du moment où on considère que les sociétés privées existent, qu'on n'est pas dans un régime purement public. C'est une préoccupation qu'on doit avoir, de faire en sorte que les entreprises puissent innover. Et pour qu'elles puissent innover, il faut à un moment protéger la connaissance. Donc ça rentre en compétition avec la science ouverte, c'est clair. Et donc c'est le mantra européen, aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Je ne résous pas le problème. Je constate qu'on est sur ces deux jambes-là. Une jambe où il n'y a pas de valorisation derrière immédiate avec un besoin industriel et les données sont versées en sciences ouvertes. En tout cas, j'aspire à ce qu'elles le soient. Et puis une situation où il peut y avoir un besoin industriel et pour tirer parti de la connaissance, hein, pas pour la stocker et la mettre quelque part, pour tirer parti de la connaissance, et dans ce cas-là, le brevet a une utilité. Mais j'ai conscience que je ne résous pas ça en une solution unique. Il vaut mieux pas trop parler sans micro, parce que sinon... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir? Alors, ça aurait pu être parmi la table ronde ou d'autres questions. Oui, je voulais poser une question. Enfin, désolée, je prends mes lunettes. C'était pour réagir. Je voulais réagir à ce qu'a dit Thierry tout à l'heure en parlant du fait. Alors, c'est une super journée et c'est super important de parler. Ça, c'est clair. Par contre, ce qu'on a vu dans la journée, c'est qu'il y avait aussi une certaine urgence et que on n'a peut-être pas le temps non plus de parler beaucoup. Et on a aussi esquissé des solutions ce matin. Alors, je comprends bien que l'économie, c'est un peu tabou parce que c'est la politique. Enfin, voilà, ça dépend pas de l'université. Il y a des choses qui dépendent de l'université qu'on pourrait mettre en œuvre. Et on a parlé de mise en œuvre
concrètes de changement des modes d'évaluation de la recherche. Et on a plein de jeunes chercheurs aujourd'hui dans cet amphi et c'est super. Et est-ce qu'on pourrait pas mettre en œuvre rapidement des choses concrètes sur les modalités de recrutement des futurs enseignants-chercheurs? Enfin, voilà, je voulais faire cette remarque-là. Je réponds. Ouais. Oui. Donc, Christine, sur ton introduction sur le temps court versus le temps long, c'est une tension qui me préoccupe beaucoup. On a une urgence et en même temps, on a besoin d'en discuter collectivement. Pourquoi on a besoin d'en discuter collectivement? Parce que réorienter les recherches à l'échelle d'un labo, alors il peut y avoir des bifurcations individuelles, mais réorienter les recherches à l'échelle d'un labo, je pense que ça doit passer par une discussion collective. Donc c'est une détention, on a évoqué détention tout à l'heure, mais c'est une détention qui, moi, me préoccupe, comment on résout cette équation-là. Après, oui, il y a des choses qu'on peut faire, bien sûr, tout de suite. On en fait quelques-unes quand même si on ne fait pas grand-chose à l'Université Paris-Saclay, à côté de Sorbonne Université, mais on fait quand même un certain nombre de choses. Avec Sophie, on est en train de mettre la dernière main à un plan, à une politique et à un plan d'action recherche et développement soutenable à l'université qui a été discuté à la CR du CAC, comme ça a été dit la semaine dernière, qui sera discuté en réunion des directrices d'unité début juillet. Donc on veut mettre un calendrier avec du très court terme et du court terme sur un certain nombre d'actions. La question de l'évaluation et du recrutement, je partage à 100% ce que tu dis. Il se trouve que la vice-présidence recherche a produit en août 2021, donc il y a bientôt 2 ans, des propositions pour une évaluation de la recherche dans le cadre des recrutements ou de l'examen des promotions au niveau de l'université. Pour le moment, ça n'est pas ressorti pour des tas de raisons différentes, mais dans cette proposition d'évaluation de l'activité de recherche pour le recrutement ou pour les carrières, figure notamment une certaine autonomie des communautés pour identifier les critères sur lesquels ils veulent que la recherche soit évaluée. Il y a des dimensions d'ordre qualitatif sur les productions de la recherche, mais il peut aussi y avoir des dimensions sur la façon dont un certain nombre d'enjeux de développement soutenable sont pris en compte dans les objectifs de recherche ou dans la manière de faire de la recherche. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut qu'on travaille sur cette question d'évaluation et qu'elle apparaisse explicitement dans ce que l'État laisse comme marge de manœuvre aux établissements dans les processus de recrutement et d'évaluation des carrières. J'ai un autre truc à te dire concret qu'on fait aussi, c'est que parmi d'autres, on met en place un programme doctoral développement soutenable pour favoriser thématiquement, alors pas en ciblant sur telle ou telle dimension du développement soutenable, pour ne pas léser les différentes communautés, mais un programme doctoral général développement soutenable pour favoriser des sujets qui prendront en considération de manière non cosmétique les enjeux du développement soutenable. Et on ne fait pas de décharge de service parce que c'est un mot que je bannis de mon vocabulaire. Le service d'enseignement n'est pas une charge. Le service d'enseignement est une partie glorieuse du travail d'un enseignant-chercheur. Donc il faut tous arrêter de dire décharge de service, il faut dire modulation de service, aménagement des charges d'enseignement. Enfin, des activités d'enseignement, pas des charges. Arnaud ? Non, si. Oui, non, sur le recrutement, en effet, il faut y réfléchir maintenant, là, tout de suite. Là, je vais avoir un discours un peu corpo, hein, mais clairement, c'est un massacre. Hein. Les campagnes de recrutement, combien de chercheurs, moi j'en connais, quittent la recherche aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de poste. Des gens qui ont trimé, qui ont fait montre d'exemplarité dans la conduite de projets collectifs, interdisciplinaires. Alors là, je peux vous donner des noms, mais je le ferai pas par décence parce que c'est un scandale. Combien quittent la... Peut-être qu'ils feront des choses sans doute super utiles ailleurs, mais en fait, ça, c'est des collègues qui ont passé beaucoup de temps à croire dans l'illusion de la science, qui se trouvent éjectés parce qu'il n'y a pas suffisamment de postes. On s'est habitué à cette pénurie. Donc, je pense qu'il faut réfléchir sur les modalités de recrutement, ça c'est clair, etc. Mais avant ça, sur le nombre de postes, quoi. On a un CNRS qui est en train de
de couler, qui va devenir une agence de moyens si ça continue, avec une espèce d'internalisation, d'une espèce de déclin comme ça, de cette vision que portaient les fondateurs de notre institution, il y a fort longtemps, hélas. Je pense que là, il faut se battre pour les postes. Il y a eu plusieurs mouvements qui ont été engagés. Alors certes, on a perdu à chaque fois, mais n'empêche qu'il y avait en face une communauté qui disait on veut des postes, pas pour la gloriole, pas parce que par principe, c'est parce que c'est important pour la continuité de service scientifique. Là, c'est pas forcément assuré, et moi ce que je vois, c'est les ravages et le gâchis effroyable au niveau humain de gens qu'on a formés pendant des années, des doctorats, de l'excellence en SHS, des gens qui ont fait des thèses pendant 5-6 ans, qui accumulent pour certains. Moi j'ai un très bon ami qui a 12 ans avant d'avoir son poste au Sénat, 12 ans. Enfin, c'est un scandale massif, quoi. Quel désespoir ça peut produire si on arrête. Sentiment d'échec, etc. Ça, c'est la réalité aujourd'hui de l'emploi scientifique. Tout à l'heure, Pierre Morel parlait toutes les ressources sont critiques. Ouais, toutes les ressources humaines, entre guillemets aussi, elles sont fondamentales. Et là, on est en train de tout bazarder. Et pour des modèles de la recherche publique que je trouve assez délétères, j'ai parlé du FIST tout à l'heure, je pense que là, il faut vraiment se reprendre. Et puis, parler au pouvoir et lui dire de quoi on a besoin pour faire de la bonne recherche, sachant que c'est constamment brandi comme un signe d'excellence et de prestige à l'étranger. Quand on a une médaille Fields, un prix Nobel, etc., on est bien content de les montrer, mais il faut financer pour les avoir. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi à un moment donné argumenter sur des points aussi simples que ça, quoi. On a besoin de postes, point barre. Ouais, moi je vais abonder un peu là-dessus, puisque pour le coup je suis postdoctorant, donc je suis physicien de formation, j'ai fait une thèse en géophysique, puis un parcours des postdocs en planétologie. Je travaille toujours en planétologie, mais depuis 2 ans, je suis très investi dans le collectif Labo 1.5 et dans son GDR, auquel je consacre actuellement une part maintenant substantielle de mes travaux de recherche. Donc je suis parfaitement concerné par cette question. En fait, le problème, c'est pas que mon cas personnel, c'est qu'en fait, c'est les jeunes chercheuses et chercheurs d'aujourd'hui, qu'on va recruter ou pas, mais qui devront demain pratiquer une recherche qui est compatible avec le fait de ne pas dépasser les limites planétaires. Et donc cette question en fait du recrutement, elle est revenue en filigrane toute la journée, et on a vu en fait, toutes les difficultés liées au recrutement, liées à la difficulté de s'ouvrir à l'interdisciplinarité. Donc moi, je vois très bien. En plein dans ces problématiques-là. Je voulais dire que sur ces aspects-là, j'ai créé au sein de Labo 1.5 un groupe de travail qui s'adresse spécifiquement aux non-permanents, donc doctorants, postdocs, enfin tous les contractuels qui ne sont pas encore en poste permanent, avec pour objectif de pouvoir se retrouver et échanger déjà autour de ces questions. C'est un espace d'échange qui n'existe pas toujours au sein des laboratoires. Faire le point sur ces difficultés, les identifier, et puis aussi imaginer quelle transformation on aimerait voir advenir dans le monde de la recherche. Et puis, inévitablement aussi, cette question que tu soulevais, Arnaud, qui est, on sait qu'on n'aura pas tous un poste, et donc qu'est-ce qu'on fait, en fait, qu'est-ce qu'on peut rejoindre, créer en dehors ou en périphérie du monde académique. Voilà, donc s'il y a des doctorants ou postdocs, d'ailleurs, on peut faire un petit test comme ça. Est-ce qu'il y a alors doctorants, je sais, mais est-ce qu'il y a des postdocs dans la salle? Vous pouvez lever la main? Non, voilà, donc c'est pas surprenant, parce que postdoc, on n'a pas le temps. Et si on prend comme moi le temps de travailler sur ces questions-là, ça nous met en danger. Donc là, c'est le test du feu typique, quoi. Et à Labo 1.5, on est une poignée de postdocs, et dans le groupe dont je viens de parler, on est une trentaine maintenant, il y a 25 doctorants, et on doit être 5 postdocs, quoi. Donc ça montre bien cette difficulté, cette contradiction, en fait, très forte, entre d'un côté les impératifs qui seraient liés aux évolutions, pour aller dans le sens de ce qu'il faudra faire pour la crise écologique, et de l'autre, ce qu'impose de faire les critères de recrutement actuels dans un contexte de compétition extrême et de pénurie de postes. Arnaud, tu l'as mentionné également. Voilà, donc moi, s'il y a des gens qui sont non permanents et qui ont envie, vous avez aussi, je sais pas, si vos doctorants ou vos collègues non permanents ont envie de réfléchir à ces questions, ils peuvent me contacter. Le plus simple, c'est de trouver sur la page du groupe réflexion du site Labo 1.5, vous trouverez mon nom, mon post-doctorant, je suis le seul de toute façon. Voilà, et donc je pense que c'est une question absolument essentielle, pas parce qu'elle me concerne moi en soi, mais parce que, encore une fois, c'est les jeunes d'aujourd'hui qui devront demain faire une recherche bas carbone, à faible empreinte environnementale, ou qui est compatible avec une société bas carbone à faible empreinte environnementale. Et je pense que ça serait dommage de ne pas recruter des gens qui ont envie de prendre ces problèmes à bras le corps.
Merci. Bonjour. En fait, il y avait plusieurs sujets que je trouvais assez intéressants là. Le premier, alors peut-être pour rebondir sur le propos de Thierry sur la non-instrumentalisation ou la non-possibilité d'instrumentalisation des chercheurs, ça a été évoqué tout à l'heure par nos collègues des SHS, la recherche sur le cancer et le tabac, donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de revenir très loin pour se rendre compte qu'en fait c'est faisable. Peut-être que ça dépend des communautés, ça dépend peut-être des cultures de recherche, etc. Mais je pense que c'est quand même un point à garder en tête, et du coup je pense que l'Université Paris-Saclay a raison de réfléchir et de rester attentif sur ce genre de sujet. Je suis totalement d'accord avec le fait que certaines entreprises sont peut-être à garder éloignées, on va dire, pour faire attention à ce genre de sujet. Ensuite, au niveau local, pareil, les postes, ça me semble essentiel. Par contre, j'ai l'impression qu'on s'est tiré une balle dans le pied à plusieurs reprises sur le fait qu'on se concentre sur les postes de recherche. Or, pour alléger la charge de recherche et rendre la charge soutenable, pour éviter des charges qui peuvent monter à 150, voire plus d'heures d'enseignement, peut-être, et d'administratif à côté, peut-être qu'il y a une réflexion à avoir aussi sur les personnels de support et de soutien. Et puis, au niveau national, on a beaucoup parlé de postes, là aussi. En fait, on a beaucoup parlé de données ouvertes, enfin on a un peu parlé de données ouvertes. De ce point de vue-là, l'État, le ministère de l'enseignement sup, impose, et je pense avec raison, d'avoir des données ouvertes parce que ça permet de bénéficier au plus grand nombre à la société. Toutefois, j'ai remarqué que cette année, dans l'État de l'enseignement sup et de la recherche, l'État a oublié d'indiquer l'investissement en R&D dans le public et dans le privé. L'objectif qui est annoncé pour 2030, après avoir été repoussé de 2010 à 2020, c'est peut-être un oubli, c'est peut-être de l'incompétence, je ne sais pas, mais peut-être que c'est un point qu'il faudrait garder en tête parce que les données ouvertes, ça permet aussi d'identifier la trajectoire, de voir si on se plante ou pas. Après, l'indice 3% du PIB, il est complètement remettable en question parce qu'on a déjà parlé de cet indice, on sait que c'est pas forcément quelque chose de très pertinent, mais juste voir la trajectoire de qu'est-ce qu'on peut investir, qu'est-ce qu'on se donne l'ambition, les moyens d'investir en France, c'est quelque chose qui semble relativement important, en particulier pour les postes. Voilà. Des réactions d'exprimer la désespérance de la génération qui est actuellement en doctorat et en postdoc par rapport à la situation de pénurie de postes. Il y a aussi des gens qui ont des postes permanents, des vrais postes CNRS permanents, hein, un truc dont vous rêvez, qui sont en train de partir. On a des cas, là, ce que disait notre collègue, tous les 15 jours en ce moment, on entend des gens qui quittent l'université. C'est désespérant aussi, mais ça va dans le même sens. Et en termes d'investissement, pour certains programmes de recherche, donc je parle plus pour la physique, même au niveau européen, la différence d'investissement sur certains projets entre un pays comme la France et un pays comme l'Allemagne, par exemple, parfois ça m'arrive d'avoir l'impression de bien éduquer des jeunes, notamment des jeunes français, pour qu'ils aillent travailler en Allemagne. Je travaille dans le domaine des grands instruments et c'est malheureusement un fait. Et on est en train de perdre notre sang, et notre sang, c'est la jeunesse qu'on forme, et qu'on forme très bien en plus. Et qui, par désespoir ou par manque de perspective, comprend, parce qu'elle a été éduquée comme ça aussi, et c'est une question qu'il faut qu'on se pose, l'international. Quand on éduque des jeunes Français à l'international, on leur donne les clés aussi pour aller comparer, et pour ne plus avoir la barrière que des gens de ma génération avaient, de dire qu'on a envie de faire notre vie, par exemple en France, pour des tas de raisons personnelles, éthiques ou autres. Et moi, je vois partir des très bons étudiants dans d'autres pays pour des raisons de sincère capacité à déployer leur capacité de recherche dans un environnement éventuellement plus attractif. Ils peuvent en revenir après, hein. Mais c'est ce que j'éprouve. En tout cas, dans le domaine de la physique, on a ce problème-là, effectivement. Une question tout au fond, et présentez-vous avant, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Morwen Aluguillou, je dois être à peu près la seule représentante de la recherche biomédicale ici. Merci, bienvenue. Je suis aussi active au niveau des référents de développement durable.
Je voulais mentionner, parce qu'on l'a pas rappelé, mais en 2020, en fait, Paris-Saclay avait fait un espèce de mini-sondage pour savoir un petit peu comment les gens se positionnaient par rapport au développement durable. La réponse, c'était comme pour le questionnaire qu'avait fait le CNRS de manière simultanée, c'est que les gens sont inquiets. Donc là, je suis contente de voir en fait qu'ici, en gros, on est une assemblée de personnes inquiètes. Il y a des gens révoltés, donc ça me fait plaisir aussi, parce que c'est aussi mon cas. Donc en fait, le fait que l'université s'y intéresse, ça m'a permis un petit peu d'apaiser ma crise et de me dire, il y a des gens qui s'intéressent, donc ça va bouger. Il y a des choses qui ont bougé, mais ma question va en fait à Paris-Saclay. Est-ce que finalement, comparé à d'autres universités dont Paris-Saclay est associé, est-ce qu'un service développement durable à 2 personnes, c'est assez ambitieux? Parce qu'il y a des gens en crise, et en fait, moi, je fais partie des gens qui sont à 2 doigts de se dire, je vais m'en aller. Je ne suis pas sûr de complètement comprendre la question. C'est est-ce que le service qui travaille avec Sophie il y a suffisamment de monde et de compétences dans ce service, c'est ça? Oui, parce que là, du coup, il y a beaucoup de choses alors que je comprends aussi, parce qu'on a tous des spécificités dans nos laboratoires différentes. Donc, du coup, on a des choses à mettre en place en bottom-up, pour que ça fonctionne bien. Mais sauf qu'en fait, comme le disait tout à l'heure mon collègue, on n'est pas assez nombreux. Donc en fait, c'est pas juste une question de chercheurs, c'est pas une question d'étudiants en postdoc désespérés d'avoir un poste. Dans les personnels support aussi, il y a des problèmes de recrutement. Dans mon laboratoire, pour parler que de moi, on était à 1,5 personnel support pour un chercheur. Maintenant, on est 3 personnels support pour plus d'une quinzaine de chercheurs. Donc ça peut plus fonctionner comme ça. Et là, entre guillemets, le côté développement durable, le fait d'avoir du sens dans ma mission, enfin, ça fait partie du fait d'avoir du sens dans ma mission. Et du coup, je vois des universités qui avancent beaucoup plus vite que Paris-Saclay. Et du coup, je voulais savoir si vous arriviez en fait à prendre les bonnes idées là où elles étaient. Et est-ce que finalement, on est assez ambitieux comparé à d'autres universités européennes? Sophie, tu veux répondre plus que moi peut-être? Merci. Alors, on n'a pas fait le choix aujourd'hui de présenter ce qui est fait en développement soutenable à l'université, parce que l'idée, c'était vraiment de stimuler des discussions et pas de donner l'impression que c'était qu'on vous dit tout va très bien, plein de choses sont faites. Et donc, c'était vraiment animer les communautés et puis voir ce qui en ressort. C'est pour ça qu'on fait pas un inventaire de ce qui est fait à Paris-Saclay. Est-ce que 2 personnes, c'est suffisant? Évidemment non. Mais il y a 2 aspects dedans. Le premier, c'est déjà que c'est très transverse, donc c'est 2 personnes directement affectées à ça, mais derrière, on l'a discuté. Moi, je travaille beaucoup avec Thierry sur la partie recherche, avec Isabelle Demachy, Claire Lartigue sur les parties enseignement. Donc c'est pas ça peut pas être quelque chose qui est vu comme isolé et animé par des gens isolés qui travailleraient pas de manière transverse sur les missions pérennes de l'université ou sur la diminution des impacts. Je travaille aussi avec le VP patrimoine et la direction du patrimoine sur les aspects bâtis, avec la partie direction centrale sur la partie achat. Donc on peut pas juste compter en termes de il y a que 2 personnes parce que c'est elles qui ont l'étiquette développement soutenable. L'idée, c'est de faire que tous les choix soient faits à l'aune de la dimension du développement soutenable, tout comme on intègre le fait qu'on doit regarder si on a un budget, on doit regarder quel est l'impact des choix qu'on fait à court terme et à long terme. Donc l'idée, c'est bien de former les gens à avoir ce type de raisonnement, de faire que dans les textes de gouvernance, il y ait aussi cette prise en compte qui soit systématique. On en a discuté un petit peu, par exemple, pour les partenariats, qui est un des axes qui nous a pas mal occupé ces derniers temps. C'est voir comment on peut faire vivre ça pour que ce soit vraiment au cœur de toutes les décisions de l'université. Et donc ça dépendra pas nécessairement d'un VP ou d'une personne en charge du développement soutenable. Ça dépendra du fait que chacun ait ça dans sa manière de penser les choses pour que ce soit plus possible d'investir ou de mettre en place des choses sans avoir pris ça en compte. Pas que ce soit le seul déterminant, mais au moins être sûr que ça s'est pris en compte. Donc, ça fait partie, étoffer les équipes pour faire qu'aujourd'hui ce soit complètement aussi professionnalisé, la partie
indicateur, c'est un point important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose de temporaire, ça va monter en puissance parce qu'on a des injonctions ministérielles et c'est très bien comme ça. Donc il faut forcément renforcer l'équipe, mais il faut pas juste regarder les gens qui sont étiquetés développement soutenable, mais se dire comment ceux qui ne sont pas étiquetés font évoluer leur mode de pensée et leur prise de décision. Alors peut-être encore quelques questions, mais pas trop. On déborde déjà de l'horaire et peut-être certains. Encore quelques questions. Bruno Guéral du CEA Grenoble. Comme la table ronde portait sur l'écosystème de la recherche et l'équilibre public-privé, j'ai été étonné en fait par 2 remarques de Thierry, donc je voulais peut-être le relancer là-dessus, vérifier que j'ai bien compris déjà. Déjà, il disait que maintenant il se battait pour que les tests CIFRE, on finance également l'encadrement. Moi, je suis étonné qu'en 2023, on en soit encore là. Enfin, quand une thèse CIFRE, l'industriel doit payer l'encadrement. Il ne doit pas non seulement payer l'encadrement quelques mois avec nos maigres salaires de la recherche, mais 20 ans d'expérience de gens qui sont au top de leur discipline, etc. Et donc, les thèses CIFRE où il n'y a pas du financement en plus, ça devrait être une super exception. Et de ce point de vue-là, j'ai l'impression qu'on a très mal habitué nos industriels. Et ensuite, sur l'éventuel discernement des chercheurs qui dira est-ce que je travaille ou pas avec tel industriel. Moi, là, je sors de plusieurs mandats. J'ai co-dirigé une équipe pendant 16 ans. On a eu la chance, alors je ne sais pas si c'est la chance, mais voilà, on a travaillé avec un industriel pendant 10 ans, 4 tests CIFRE et 1 million de produits en plus. Moi, j'ai pas de discernement à ce stade-là. De toute façon, si j'en avais, ma direction en aurait pour moi. Enfin, on discute pas, quoi. Donc, il y a un moment, quand on est dans des situations financières critiques, l'industriel qui arrive avec de l'argent, il paye, on fait sa recherche, quoi. Il y a pas de question de discernement à ce stade-là, parce qu'on n'est pas en moyen on n'a pas les moyens d'avoir ce discernement. Merci. Juste en 2 mots pour pas trop prolonger. Donc sur les tests CIFRE dont acte, et je suis heureux que ce soit quelqu'un du CEA qui le dise, mais on a mal habitué les industriels et on a mal habitué une partie de nos collègues qui considèrent qu'à partir du moment où ils ont gagné une thèse CIFRE, que l'industriel met la moitié du salaire du doctorant ou de la doctorante, l'industriel a fait sa part du boulot et qu'il n'y a pas besoin de demander davantage. Donc il n'est pas rare que je dois intervenir pour dire non, il y a aussi une expertise de l'université qui est derrière, et cette expertise, c'est normal qu'elle se monnaie. Alors après, ça va dépendre beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure, des partenaires, et ça va dépendre beaucoup des communautés. Il y a des communautés qui sont tout à fait habituées avec une prise en compte de l'environnement de travail, et d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc sur la deuxième question, j'ai certainement poussé le bouchon trop loin tout à l'heure. Donc effectivement, ce que je voulais dire, c'est que, puisque le tabac a été réévoqué après, on n'est pas majoritairement, dans ma compréhension et dans ma connaissance de l'écosystème, dans des situations où les gens feraient telle recherche pour une entreprise avec des finalités douteuses, pour des questions de financement éventuellement personnel et en tout cas de la recherche. Qu'il y ait des situations d'opportunité avec des sujets proposés par des partenaires privés qui orientent à un moment dans le choix plutôt sur cette question de recherche que sur telle autre, alors que les deux intéresseraient le chercheur, c'est évident. Et il y en a régulièrement des situations de ce type-là. Donc dans ce sens, oui, effectivement, il peut y avoir, non pas une aliénation de la recherche par le privé, mais une orientation dans une certaine mesure. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut absolument préserver un système dual dans lequel une partie de la recherche doit être financée indépendamment de tout apport privé. Annick Jacques, oui. Oui, je voulais revenir sur ces questions de relations entre le public et enfin les laboratoires académiques et le privé. Moi, j'ai des témoins. Alors, je parlais de l'industrie pharmaceutique parce que c'est là où j'ai rencontré des exemples. La politique, quand même, par exemple, à Sanofi, c'est de ne plus faire de recherche interne. Ils ont des chercheurs et des chercheurs qui m'ont expliqué qu'en fait, ce qu'on leur demandait maintenant, c'était de trouver des partenariats avec le public et d'être des donneurs d'ordre. Et en fait, je pense que ce genre de collaboration, ça marche pas bien. Les collaborations entre le public et le privé qui marchent bien, c'est quand il y a des chercheurs qui font de la recherche
et qui vont, j'ai vu d'autres exemples, et qui vont vraiment, alors chacun avec sa culture, ses objectifs qui peuvent être différents, mais là il y a une possibilité effectivement d'avoir des collaborations qui sont fructueuses. Mais c'est pas vers ça que, par exemple, les entreprises pharmaceutiques se dirigent. Elles cherchent, elles sont là et elles cherchent des opportunités. Et ce matin, on a vraiment, vu ces tensions, autour de l'appropriation. Moi, j'ai trouvé, par exemple, ma première intervention, on a bien vu cette tension entre l'appropriation d'un côté par le privé des données génétiques et puis de l'autre côté on a des chercheurs qui veulent utiliser ces données en faveur de la biodiversité. Et ce qui pose la question de savoir justement qui décide qu'on va aller dans un sens ou dans un autre. Et là, on en revient au problème de la démocratie. Alors, peut-être la question là-bas, et ensuite vous réagissez aux deux Pierre Morel, interventions. À nouveau. J'avais une question, suggestion en fait par rapport quand on regarde les bilans carbone d'un labo, typiquement on tombe sur 10-15 tonnes par tête de pipe par chercheur par an d'équivalent CO2. Et donc, quand on regarde les objectifs des accords de Paris, c'est typiquement, je crois, en ordre de grandeur, on tombe sur 1 ou 2 tonnes à l'horizon 2030 par Français. D'accord ? Donc, est-ce qu'il y a une réflexion sur, en ordre de grandeur, est-ce qu'il y a une réflexion sur un quota éventuel ? Alors, bien entendu, on peut imaginer que les chercheurs puissent dépenser un peu plus de carbone, mais est-ce que c'est bien raisonnable de rester à ces niveaux-là ? Est-ce qu'il y a une réflexion de quota ou des choses comme ça ? Ouais. Ça rentre tout à fait dans ce qui a déjà été évoqué avec ce qu'a dit Yann-Laure tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une grande variabilité selon les labos. Il y a des labos qui, par construction, compte tenu de leur type d'activité, pourront pas descendre. Ou alors, il faut changer d'activité. Ou alors, il faut reconcevoir la manière dont on veut obtenir les mêmes résultats de recherche avec des méthodes qui sont différentes. Et on va, ça fait partie du plan d'action que l'on a, on va essayer de faire un diagnostic avec les labos pour voir dans quel cas on peut augmenter l'efficience d'utilisation de l'énergie, dans quel cas on substitue et ça va permettre de faire des économies, et dans quel cas ça marchera jamais, il faut reconcevoir si on veut vraiment baisser. Donc il y a des labos dans lesquels ça ne pourra pas marcher, il y a des labos dans lesquels je pense que ça peut d'ores et déjà marcher, mais parce qu'ils sont dans le bas de la fourchette, mais ça nécessite, pour instaurer des quotas, en tout cas c'est comme ça qu'on le conçoit à l'université, qu'il y ait une discussion au niveau du laboratoire, dont le conseil de laboratoire, pour voir comment on gère ça. Et ça ne peut pas venir d'en haut, de la part de l'université, d'une manière autoritaire. En tout cas, on essaie d'éviter ça. Il y a Sophie qui voulait dire quelque chose, mais le micro est loin. Arnaud, tu voudras réagir aussi après ? Juste pour réagir à ce que disait Annick Jacques sur l'externalisation de la recherche privée vers le public. Bon, en fait, c'est tout à fait rationnel. Je veux dire, les guichets sont là, les contrôles sont quand même peu effectifs, les contreparties pas énormes. Donc évidemment qu'ils viennent taper dans les caisses publiques. Il y a un truc qui s'appelle encore le CIR. C'est quand même beaucoup d'argent qui se déplace comme ça avec encore une fois, des effets qui sont pas toujours palpables, hein. Et puis tu évoquais Sanofi, bon, on pourrait en reparler. Donc là, je pense que là, il y a un problème de politique publique qui est absolument pas réglé. Et depuis longtemps, il y a eu beaucoup de contre-expertise sur le CIR, sur le crédit impôt innovation, ce genre de boutique qui permet à un moment donné d'affecter des moyens de façon, à mon avis, très problématique. Bon, c'est encore là. Et aujourd'hui, je veux dire, l'interrogation collective sur cette question, elle s'est épuisée. Moi, je me rappelle, je co-anime un séminaire qui s'appelle Politique des sciences à l'école des hautes études. On a fait plein de séances sur le CIR. On l'a fait plein. On a même invité les gens qui étaient pour, etc., avec plein d'arguments économiques, d'économétrie, etc. Bon, on voyait que ça tenait pas vraiment la route, mais n'empêche que ça emporte encore l'adhésion à Bercy, parce que c'est là qu'est le nerf de la guerre. Et je pense que là, il y a vraiment encore un travail à réactiver de contre-expertise
rationnel, scientifique sur cet argent, à mon avis, qui est injecté de façon irrationnelle dans ces politiques publiques qui desservent clairement l'intérêt général, quoi. Et en plus qui instaure un rapport de force qui est pas du tout sain entre le public et le privé. Oui, c'était juste pour revenir sur la question d'avant, sur le bilan carbone par personne. On ne peut pas comparer le bilan individuel qu'on a en tant que citoyen et le bilan qu'on a dans le cadre de nos activités, simplement parce que ça s'est intégré dans le bilan individuel, dans la partie qui vient de l'administration et qui, du coup, pèse sur chacun des citoyens français. Et la trajectoire n'est pas la même pour chacun des domaines. Donc, c'est déjà un petit peu caricatural de dire on doit passer de 10 à 2. Enfin, c'est pas caricatural, mais c'est un peu plus compliqué que ça quand on regarde par secteur. Ce qu'il faut, c'est les émissions de la France doivent diminuer de 5% par an à partir de maintenant jusqu'en 2030. Et sur le secteur de la recherche, le critère est un petit peu moins élevé puisque les leviers d'action sont un petit peu moindres. Et je crois que le ministère fixe à 2% minimum la baisse. Donc, il ne faut pas le regarder comme on regarde le bilan par personne. Et après, tout ne vient pas des efforts directement, comme on l'a dit, via les labos de recherche. C'est une articulation de différents leviers où il y a aussi à voir, par exemple, disposer d'une énergie décarbonée en partie à l'université. Il y a d'autres choses que simplement les actions qui sont prises dans les laboratoires. Donc il faut des actions qui soient prises dans les laboratoires et Thierry l'a dit, ça doit se faire avec des discussions démocratiques au sein des labos pour s'assurer aussi que les règles d'équité sont respectées et que c'est pas toujours les mêmes qui vont continuer à voyager. Mais c'est pas le seul levier, c'est pas juste au labo de trouver comment passer de 10 à 2 sans prendre en compte le fait que par ailleurs, comme on disait, même les achats, même si aujourd'hui ça reste extrêmement difficile à lire et à vraiment activer, on peut espérer qu'à un moment donné, les achats soient aussi moins impactants. Ce qui n'empêche pas d'en faire moins et de les rationaliser et de mutualiser, mais il y a aussi des pistes qui viendront pas directement des labos. On a dépassé déjà depuis pas mal de temps, donc on va conclure cette table ronde. 2-3 mots. Il y a eu comme quelques propositions: un institut de la bifurcation écologique, un observatoire des sujets négligés. Mis à part ça, on voit quand même que la question dans l'organisation des moyens, et dans les moyens, il y a aussi les recrutements, est quand même une question importante pour changer, pour modifier l'organisation de la recherche. Donc pour le mot de clôture, je crois que tu voulais dire quelque chose, Thierry. Oui, je voulais dire 3 choses. La première... Et juste merci aux intervenants de la table ronde aussi. La première chose, c'était remercier tout le monde, à la fois l'assistance, les gens qui ont organisé, les gens qui ont parlé, les gens qui ont débattu. La seconde, c'est si je me retourne vers la fiche, que faudrait-il changer dans nos recherches? Les choses me semblent à moitié claires, c'est-à-dire sur les moyens de la recherche, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut changer assez rapidement. Sur les orientations de la recherche, et on voit bien qu'il y a un moment où pour toucher les moyens, il va falloir toucher les orientations. Ça me paraît moins trivial comme réponse. Est-ce qu'il faut davantage orienter les recherches ou non? Même cette question-là, ça me paraît pas si trivial que ça. Il faut de la science fondamentale non finalisée, mais elle n'est pas garante de l'inattendu. Mais l'inattendu n'est pas la seule clé pour pouvoir avancer vers le développement soutenable. Je trouve que ça donne la matière à réfléchir et qu'il faut s'empresser de ne pas prendre de décisions trop rapides en la matière. C'est la tension qu'évoquait Christine, parce qu'il y a une urgence, et en même temps, je pense, en tout cas, je pourrais peut-être aller plus vite, mais moi je pense qu'il faut prendre le temps de la réflexion. Donc j'invite une réflexion collective dans l'université, à tous les niveaux. L'université est prête à s'engager, à aider à la réflexion collective. Donc c'est une offre de service tout à fait modeste et qui ne veut contrôler personne au sein de l'université. Et donc, voilà, on est prêt à organiser, participer à des choses qui permettent d'avancer dans est-ce qu'il faut réorienter nos recherches et de quelle manière pour des bifurcations ou non, individuelles ou collectives. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il reste vraisemblablement des paniers repas non utilisés dehors et que si certains d'entre vous ne savent pas quoi dîner ce soir, ils peuvent embarquer un panier repas.
Sinon, on essaiera de valoriser dans une optique zéro déchet ces paniers repas qui restent dans un autre usage collectif. Merci encore à toutes et à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.